Smith ravi de retrouver Neo en vedette de Matrix Reloaded des frères Wachowski qui engrange 738 millions de dollars de recettes. Matrix, œuvre ultra complexe et un brin mégalo, a donc su fédérer un très large public au point de devenir une œuvre culte du cinéma moderne. Les raisons de ce succès sont apparemment multiples selon Laurence Fishburne qui y incarne Morpheus. D'après moi, ce film est étroitement lié à notre humanité car il pose des questions essentielles. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle dans l'existence? Autant de questions qu'un jour ou l'autre, nous devons tous être amenés à nous poser en tant qu'êtres humains. C'est pour cela qu'autant de gens se sont identifiés à cette trilogie. Matrix, un succès programmé? Pas vraiment si l'on y regarde de plus près, car derrière les cascades et les effets spéciaux se cache un scénario aux enjeux quasi métaphysiques. Le premier film traite de la naissance, le second parle de la vie et le troisième de la mort. La thématique mystico-philosophique proposée par les frères Wachowski crée donc un véritable paradoxe. On pourrait presque parler de film d'auteur le plus cher du monde, vers lequel le public se rue en masse alors qu'il n'y comprend au final pas grand-chose. La plupart des questions qui restent en suspens dans Matrix Reloaded trouveront leur réponse dans Matrix Revolutions. Et pour ma part, je pense que cette trilogie traite avant tout de la compassion. Mais le public, lui, pas vraiment convaincu par les réponses, ne fait guère preuve de compassion à l'égard de Matrix Revolution qui réalisera à peine la moitié des 738 millions de dollars engrangés par Matrix Reloaded. Et l'agent Smith, il en pense quoi, lui, de tout ça? Je dis que tout ce qui a commencé doit finir, Néo. À la deuxième place des 3 plus gros succès internationaux en 2003, on quitte le monde de Neo pour celui de Nemo. On pourrait quand même dire pardon celui-là. Où j'en étais? Ah oui, le poisson clown a rapporté le pactole de 864 millions de dollars. Il y a effectivement de quoi se réjouir. Techniquement superbe, le monde de Nemo, comme ses prédécesseurs, sortis des studios Pixar, tels Toy Story ou Monstres et compagnie, se démarque très nettement du dessin animé classique grâce à une approche très simple, comme nous l'explique son réalisateur Andrew Stanton. On veut seulement faire un bon film qui soit divertissant, de qualité, qu'on aura envie de voir et surtout qui n'exclut personne. Comment il se la joue, celui-là? Effectivement, avec Pixar, exit les chansons niaises et les bons sentiments qui rendaient souvent un peu cucu les classiques de Disney. Le monde de Nemo, ça fait rire les enfants et les adultes, comme dans cette scène de thérapie de groupe. Je m'appelle Bruce. Bonjour, Bruce. J'ai pas touché à un poisson depuis 3 semaines. Sur les dents de ma mère. Qu'on fasse une soupe de mes ailerons, si je mens. Ah, Bruce, tu es un modèle pour nous tous. Respect. Ouais, respect, effectivement. Mais avoir de l'humour et être un génie en informatique, ça ne suffit pas. Chez Pixar, on en demande toujours plus à ses salariés. Lorsqu'on a commencé à se lancer dans le projet du monde de Nemo, j'ai dit à tous les gens de l'équipe qu'ils devaient passer leur diplôme de plongée. Car pour moi, il était absolument hors de question de faire un film qui se passe dans le monde sous-marin sans y être allé au préalable. Voilà notre bande d'informaticiens boutonneux qui se transforment en hommes grenouilles. Et ils en ramèneront Nemo, grâce auquel il touche le jackpot. D'ailleurs, le monde de Nemo, avec 864 millions de dollars, a supplanté le Roi Lion pour devenir le dessin animé le plus lucratif de tous les temps. Il y a de quoi ça péter, non? Élégant. Et qui pourrait plus légitimement occuper la première place de ce classement que le roi lui-même? Et oui, c'est bien Le Retour du Roi, 3e volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est notre numéro 1 des 3 plus grosses recettes internationales en 2003, après avoir engrangé la somme colossale de 1 milliard 118 millions de dollars. C'est son réalisateur Peter Jackson qui nous donne les ingrédients d'un tel succès. Le Retour du Roi étant l'apogée de cette trilogie, c'est naturellement le plus émouvant des 3 films. Car c'est dans ce 3e volet que se scelle la destinée de tous ces personnages auxquels les gens se sont attachés. Tout ce pourquoi ils se sont battus et ont perdu certains de leurs amis. Tout cela trouve une conclusion, c'est l'aboutissement de leur destinée. Et Peter Jackson, c'était il y a encore quelques années ce blanc-bec néo-zélandais qui tournait artisanalement des séries Z-gore. Que de chemin parcouru depuis, car à Hollywood, aujourd'hui, en seulement 3 films, ce gros barbu plein d'énergie est devenu l'égal d'un Spielberg ou d'un George Lucas. On pourrait le sous-estimer de prime abord si on s'arrête sur son apparence, mais il ne faut pacifier. Je ne voulais personne d'autre que lui dans ce rôle. Car on pouvait décemment le prendre pour un fou de vouloir adapter l'a priori inadaptable roman de Tolkien. Jamais je n'aurais imaginé adapter un jour au cinéma Le Seigneur des Anneaux. Mais il l'a fait, et il est aujourd'hui en route vers un nouveau pari, avec un remake du célèbre King Kong pour lequel il sera payé 20 millions de dollars. Avec ça, il devrait enfin pouvoir laisser tomber ses Bermudas pour s'acheter des costards comme celui qu'il a porté aux Oscars. Et l'Oscar est décerné... Et c'est un grand chelem pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et oui, car en plus d'être devenu le 2e plus gros succès de l'histoire du cinéma, Le Retour du Roi est avec 11 trophées le film le plus oscarisé à égalité avec Titanic et Ben-Hur. Et voici venir les jours du roi.
Tout est bien qui finit bien. Aragorn acceptera sa destinée et deviendra roi. Quant à Peter Jackson, il est aujourd'hui le nouveau roi d'Hollywood et ce sacre, il le doit aussi un peu au pouvoir de l'anneau.